Voilà, donc rebonjour, donc c'est toujours Elsa dans ma chaîne dédiée au TOC, aux troubles obsessionnels compulsifs et au PUO. Donc je vais poursuivre encore un petit peu mon témoignage. Et après ça, je pense que mes prochaines vidéos seront davantage thématiques. Voilà, donc j'aborderai bah voilà, effectivement plus en détail certains symptômes, certaines manifestations des TOC et des PUO. Et puis voilà les mécanismes à l'œuvre et tout ça. Dans un premier temps, je vais terminer de vous faire le petit déroulé, la petite chronologie de ma propre expérience avec cette maladie. Voilà, donc dans ma dernière vidéo, je terminais en vous disant donc effectivement qu'après être passé par une vraie descente aux enfers et des idées suicidaires, j'ai connu une sorte de rémission ou de passage où petit à petit les symptômes se sont atténués. Même si à l'époque, du coup, en fait, ça s'est fait un petit peu comme ça par un choix que j'ai fait effectivement de continuer ben, à me dire que la vie vaut la peine d'être vécue et un désir de ne pas renoncer. Et je pense qu'il y a un déclic qui s'est fait à un moment donné dans mon esprit et qui a permis que je remonte la pente à ce moment-là. Mais effectivement, j'avançais à l'aveuglette, ne sachant pas donc à cette période que je souffrais de troubles obsessionnels compulsifs. Voilà, donc ça on va dire que c'était toute cette période de descente aux enfers, ça s'est fait assez rapidement, en quelques mois, donc autour de mon 16e anniversaire. Et puis voilà, pendant un an, on va dire, j'ai vraiment vécu les symptômes de manière très très forte et ça a été vraiment très très dur. Et ensuite, vers l'âge de 17 ans, dans ma 17e année, ben, j'ai atteint donc ce point limite, en fait. J'ai un peu touché le fond en quelque sorte. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à remonter. Et suite à ça, j'ai eu quelques années, on va dire, de rémission où malgré tout les symptômes du TOC venaient quand même toujours un peu gratter au carreau, toquer à la porte. Mais j'ai eu, voilà, j'ai continué, j'ai retrouvé une vie euh, un peu plus tranquille, une sérénité d'esprit, voilà, des envies, des joies du quotidien, voilà. Je suis partie faire une année de voyage à l'étranger aussi. Voilà, ça par exemple, ça a été une expérience où bah, pendant un an, j'ai vraiment la manifestation de mes symptômes a été réduite à quasiment au néant. Donc ça, c'était autour de mon 20e anniversaire. Et puis après, ben voilà, petit à petit, quand même, je sentais que cette inquiétude d'avoir traversé une période aussi violente et aussi perturbante, et puis toutes ces angoisses bah, étaient quand même toujours un peu là, tapis en moi quelque part, et puis bah, j'avais besoin un peu de comprendre, j'avais besoin d'explications, j'avais besoin de me ressortir un peu tout ça de sous le tapis, et puis de m'y confronter, de chercher un peu des pistes de qu'est-ce qui m'était arrivé, et puis voilà, pour me rassurer aussi et me dire, ben, si un jour ça doit se représenter, ben, que je sache comment l'aborder, quoi en faire, comment faire face en fait. Hein. Et donc en faisant des recherches un peu sur internet, de longues recherches, parce que c'était vraiment pas simple de trouver des informations, j'ai découvert ce premier thème de phobie d'impulsion. Donc la phobie d'impulsion, voilà, c'est effectivement, quand on s'intéresse à ce thème, on retrouve la manifestation des symptômes que j'ai pu avoir, donc de ces TOC liés à des pensées intrusives violentes, liées à l'agressivité. Donc cette peur de perdre le contrôle de soi-même, hein, il y a cette notion d'impulsion, peur de céder à une impulsion et de faire quelque chose de commettre un acte délictueux, de faire du mal à quelqu'un. Ça peut être aussi peur de se mettre à crier des insultes dans la rue, de faire un truc déplacé, de crier des obscénités ou des blasphèmes ou des injures dans une église, dans un lieu saint, dans un moment où on est censé être
calme, par exemple, je sais pas, dans une salle de spectacle. Ça peut être, ça peut prendre plein de formes très différentes. Il y a vraiment cette notion de l'impulsion, de pas être capable de contrôler quelque chose en soi. Donc j'ai découvert ce thème, je me suis dit ça y est, j'ai trouvé ce que j'ai. Et sauf que, ben effectivement, ce terme, c'est un peu un terme tiroir qui existe donc dans le langage médical en France pour désigner une forme en fait de TOC. Sauf que quand on lit phobie d'impulsion comme ça, on fait pas forcément tout de suite le lien avec les troubles obsessionnels compulsifs. Mais voilà, moi, de ce que j'ai compris aujourd'hui, donc la phobie d'impulsion hein, est une forme de TOC. Voilà. C'est pas une phobie, il y a une différence entre phobie et TOC. La phobie, par exemple, quand on dit j'ai une phobie, c'est ben moi par exemple je suis clairement arachnophobe. Donc voilà, si j'ai une araignée devant moi, ah voilà, là je sais que c'est une phobie parce que en présence de l'objet de ma peur, j'ai une réaction d'anxiété qui est liée au fait que voilà, l'araignée elle est là devant moi et que j'ai des palpitations, j'ai toutes les manifestations de l'angoisse en fait, mais liées au fait que il y a l'objet de ma peur devant moi. Et après, éventuellement, pendant 1-2 heures après l'exposition à cet objet-là, je vais encore avoir voilà, des petits frissons. Et puis voilà, des réminiscences de cette situation-là. Mais puis ensuite, je vais regarder un film, je vais parler avec des amis, je vais penser à autre chose. Et puis bon, bah voilà, cette araignée, c'est bon, elle va pas me suivre toute la journée, quoi. Dans le TOC, c'est différent. Il y a la dimension obsessionnelle et les compulsions. Donc la dimension obsessionnelle, c'est-à-dire que bah oui, il y a des situations qui vont accentuer l'angoisse. Donc s'exposer à certaines situations, ça peut déclencher, accentuer l'angoisse et les ruminations. Donc bah voilà, moi par exemple, lorsque euh, j'avais ce toc autour de l'agression et tout ça, bah de voir, comme je vous disais plus tôt, de voir un couteau ou de me retrouver à la gare, c'était des situations vraiment anxiogènes pour moi qui pouvaient donc accentuer les effets de l'angoisse et les symptômes liés à l'angoisse. Mais ça allait plus loin que ça, parce que après, même quand j'étais plus exposée, je continuais à ruminer, à chercher le sens de tout ça, à chercher à comprendre pourquoi, comment, nanana, à rejouer la situation dans ma tête encore et encore et encore, jusqu'à ce que ça prenne toujours plus de place. Et puis l'anxiété pouvait être très forte et très présente, même dans les moments où je n'étais pas exposée directement en fait à l'objet de mon angoisse. Voilà, et donc déjà là on voit qu'il y a une différence. Et puis après, effectivement, il y a toute la partie compulsion qui dans les pure O est très difficile parfois à cerner, à délimiter, parce que ça passe pas par des compulsions visibles. Mais voilà, par exemple, le fait d'éviter à tout prix les situations anxiogènes, le fait de chercher à combattre une pensée par une autre, le fait de chercher à tout prix à donner du sens à ce qui s'est passé, d'y penser encore, encore et encore et encore, bah, tout ça, ça peut être aussi des compulsions. Et donc ça, c'est aussi très propre au TOC et c'est quelque chose qu'on retrouve pas de la même manière dans la phobie, quoi. Et donc quand moi j'ai découvert ce thème de phobie d'impulsion, bah, quelque part j'étais soulagée parce que je me disais ça y est, j'ai enfin trouvé quelque chose qui enfin voilà, je peux enfin donner un nom à cette souffrance en fait, et puis j'ai une piste, j'ai quelque chose quoi. Et puis en même temps, ben ça m'a aussi induit en erreur parce que ben voilà, ça correspondait à une partie des symptômes auxquels j'ai pu être confrontée. Euh, mais je sentais que c'était incomplet, que ça me permettait pas de comprendre totalement en fait les mécanismes à l'œuvre. Parce que bah voilà, la phobie d'impulsion, on s'imagine que c'est seulement la peur de commettre un acte sous un coup d'impulsivité et de ne pas pouvoir se contrôler physiquement par rapport à quelque chose qui viendrait, un besoin impérieux qui se présenterait d'un seul coup. Mais en fait, moi, je me suis rendu compte par la suite que ça, c'était une partie de mes symptômes qui était voilà, un thème parmi d'autres que j'ai développé dans mes TOC. Mais il y en avait d'autres aussi. Il y avait notamment toutes ces ruminations et ces angoisses liées à des questions identitaires. Donc
toute cette partie, qu'est-ce que ça vient dire de moi? Quand je ressens ça, quand j'ai ces images qui viennent en tête, est-ce que ça veut dire que je suis un monstre? Est-ce que ça veut dire que j'en ai vraiment envie? Qu'est-ce que ça vient dire de moi en fait? Et la formule phobie d'impulsion prend pas trop en compte cette dimension-là en fait du TOC. Où ben oui, effectivement, des fois la peur peut être liée à un sentiment, une sensation de pas réussir à se contrôler ou une sensation d'impulsivité, mais parfois c'est aussi juste une peur qui est liée au fait de perdre complètement le, 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 le lien avec soi-même, avec l'image qu'on s'est fait de soi-même, avec son identité, ce qu'on pense connaître de soi. Et dans ce cas-là, là, le côté impulsif passe un peu au second plan. Euh, voilà, donc, mais pendant longtemps, donc, j'ai cru souffrir de phobie d'impulsion, ce qui n'était pas faux, mais ce qui était incomplet, quoi, en termes de compréhension de mon trouble. Et puis c'est que ben, peut-être 5-6 ans après avoir vécu les premiers épisodes de ma maladie, que j'ai lu un article où j'ai compris en fait que ben, en fait, ce dont je souffre c'est de TOC, quoi. Et là je suis tombée des nues, mais c'était incroyable, quoi. Ben, ça a été incroyable de lire cet article, ça a été waouh. D'un coup, je me suis dit ça y est, je peux poser un peu mes valises, je peux poser un peu mes bagages, je tiens quelque chose, je suis pas seule, mon problème a un nom. C'est quelque chose en plus apparemment d'assez commun, puisque les TOC, depuis voilà, les troubles obsessionnels compulsifs, c'est quelque chose, c'est pas une maladie ultra orpheline dont j'ai jamais entendu parler, c'est quelque chose dont j'ai déjà entendu parler, mais en même temps, ma représentation de cette maladie était à 10 milieux de ce que moi-même j'ai traversé, quoi. Donc je me disais, mais c'est pas possible que je souffre de TOC, ça a rien à voir. Et pourtant, si plus j'ai commencé à me documenter, à lire sur les TOC, et plus j'ai vraiment compris en fait que les mécanismes à l'œuvre sont les mêmes, quelle que soit la thématique. Quelle que soit la thématique dont on souffre, les mécanismes à l'œuvre sont les mêmes, que ce soit... C'est un peu... ça va être un peu bizarre de dire ça comme ça, mais que ce soit la peur de se contaminer et d'attraper un virus ou la peur de tuer quelqu'un, le mécanisme à l'œuvre est le même. C'est-à-dire que d'un coup, on a cette pensée absurde qui nous envahit, dont on n'arrive pas à se défaire, et on a l'impression qu'il faut qu'on fasse quelque chose, qu'il faut qu'on règle quelque chose pour que surtout ça n'arrive pas. Et qu'il faut qu'on reprenne le contrôle d'une part de nous-mêmes pour empêcher que ce scénario catastrophe advienne. Et c'est ça en fait le fond du TOC, quoi, quelle que soit la thématique, hein, c'est bah, d'un coup voilà on a une image, une pensée très dérangeante qui vient occuper toute la place, et on voudrait s'en débarrasser à tout prix parce que ça nous met dans un état de mal-être terrible, mais on n'arrive pas à chasser cette pensée, et du coup en fait ça devient comme un espèce de problème mathématique insoluble qu'il faut à tout prix qu'on arrive à résoudre, parce que si on n'arrive pas à le résoudre, on a le sentiment que les conséquences seront dramatiques. Et bah voilà, quelqu'un qui souffre d'une peur de contamination, ben, il faut qu'il arrive à se dire, mince, est-ce que j'ai touché ça? Est-ce que j'ai fait ci? Est-ce que j'ai fait ça? Parce que si jamais je risque d'être malade, ou je risque moi de contaminer mes proches, je risque de, voilà, il va m'arriver malheur, il va arriver malheur à mes proches. Et du coup, il faut que je reprenne le contrôle. Et comment est-ce que je peux reprendre le contrôle? Ben, j'arrive pas à chasser l'idée. Donc finalement, je vais essayer de reprendre le contrôle en mettant en place des gestes ou des choses qui me rassurent. Du coup, je vais me laver les mains 15 fois pour être sûre de me débarrasser des microbes, même si du coup, au final, ça va me rassurer que pendant l'espace de quelques secondes, et puis ça va revenir parce que ben, la pensée est toujours là, j'aurais pas réussi à la faire partir, et que quelque part je sais que cette pensée elle est irrationnelle, mais j'arrive pas à la chasser et elle a une emprise sur moi. Et du coup, dans les pure hauts, ben c'est exactement la même chose, quoi. C'est ah, mais d'un coup j'ai cette pensée, mais si au fond de moi il y avait un germe de quelque chose de mauvais, et que est-ce que c'est possible, que
dans telle ou telle circonstance, je serais capable de ça. Est-ce que. Et du coup, en fait, j'arrive pas à répondre à oui ou par oui ou par non à cette question de manière totale. Et du coup, il faut absolument que je fasse des choses pour me rassurer sur le fait que ça n'arrivera pas. Et comment est-ce que je peux me rassurer sur le fait que ça n'arrivera pas? Bah là, du coup, les compulsions seront différentes. Ce sera en me disant, en me répétant, mais non, tu serais pas capable de ça, t'es une bonne personne. Genre, je viens de penser un truc négatif et j'essaie de l'annuler en pensant un truc positif par-dessus. Voilà, donc c'est pas se laver les mains, mais c'est un peu ça aussi. C'est essayer de chasser quelque chose en essayant de reprendre le contrôle de soi-même, de sa pensée, de ses actes. Et ça peut être, bah voilà, du coup, bah si effectivement j'arrive pas à répondre par oui ou par non à cette question, bah pour éviter que ça arrive, du coup, je vais éviter toutes les situations où quelque chose pourrait advenir, quoi. Donc, euh, donc voilà, bah la personne qui a peur d'être contaminée, elle va éviter de se retrouver dans telle ou telle situation où elle pourrait être exposée à des microbes, par exemple. Et puis bah, la personne qui souffre de PUO, bah, elle va éviter elle va s'éloigner de son entourage, elle va s'éloigner des gens qu'elle aime, elle va éviter d'aller dans des lieux bondés de monde, dans des lieux qui génèrent potentiellement de l'anxiété. Voilà, elle aimait faire la cuisine, elle va arrêter d'aller en cuisine parce qu'elle a peur de s'approcher des couteaux. Il peut y avoir de manières plein de compulsions et plein de manières de réagir différentes en fonction des situations. Et, euh, et ça, c'est aussi un aspect très, 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 très complexe et dérangeant du TOC que je vais évoquer ici. C'est que le TOC, en fait, c'est un caméléon. Il est polymorphe, il évolue sans cesse. Euh, il peut passer d'un thème à l'autre, c'est-à-dire que on peut avoir peur d'un truc et puis d'un coup on pense qu'à ça et puis on sait pas pourquoi d'un coup ça va passer sur autre chose. Euh, Bah voilà, il y a des personnes qui ont voilà, par exemple des tocs qui passent d'un toc un peu plus classique entre guillemets à des tocs un peu plus tabous du style des tocs qu'on peut retrouver dans les pure eau bah, et voilà, et en fait du coup en fait on peut pas on peut pas raisonner avec le TOC et tenter de l'emprisonner. C'est vraiment quelque chose, une petite voix insidieuse dans notre tête qui va toujours chercher la faille en fait, toujours chercher la faille. Si on essaye de se rassurer et qu'on trouve des arguments mais genre à 99% pour réussir à se prouver par des arguments qu'on ne sera pas capable de ci ou qu'il ne va pas nous arriver ça, le TOC il va toujours réussir à s'infiltrer par les 1% qui restent et à faire péter toute notre logique et tout notre argumentaire en fait. Donc ça c'est vraiment, voilà, c'est un des mécanismes qui est ultra douloureux et vicieux dans cette maladie. C'est vraiment ça, quoi. C'est que le TOC, c'est voilà, il y a quelque chose de très pervers en fait dans cette mécanique en fait de cette maladie, quoi. Et du coup, voilà, je reviendrai sur ça dans d'autres vidéos, mais je peux déjà vous dire que voilà, une des pistes, je pense, pour faire face, c'est d'arrêter d'essayer de raisonner avec le TOC, d'arrêter d'essayer d'intellectualiser, de mentaliser, de négocier avec cette petite voix dans votre tête. Il faut, je pense, en tout cas moi c'est comme ça que j'ai fait face petit à petit, mais une fois de plus j'en reparlerai plus longuement dans d'autres vidéos, mais en fait il faut apprendre à laisser passer quoi, ses pensées, arrêter de s'y accrocher, accepter l'incertitude, arrêter d'essayer de répondre à tout prix par oui ou par non aux questions qui s'imposent à notre esprit, arrêter d'essayer de repasser sans arrêt les images, voilà, comme pour interrompre la rumination, en fait, il y a vraiment ce besoin en fait de se détacher de ses pensées, de et puis surtout aussi, et ça c'est le plus dur, de pas essayer de les rejeter, de les bloquer, de les faire sortir à tout prix de sa tête. C'est très compliqué, mais voilà, il y a ce besoin de laisser circuler les pensées et de s'en détacher en fait,
Voilà, c'est pour ça que ben, je reviendrai là-dessus, mais que effectivement, je pense que ben, il y a des exercices dans les thérapies comportementales et cognitives qui aident vraiment à ça. Et aussi, c'est pas pour rien que de plus en plus, ben, pour tout ce qui est troubles anxieux, et on préconise des pratiques autour de la relaxation, de la méditation, voilà, toutes ces pratiques en fait qui permettent à un moment donné d'arrêter de s'identifier sans arrêt à son mental et à ses pensées. Et voilà, mais encore faut-il, pour bénéficier des effets positifs de tous ces exercices et de tous ces outils, ben franchir un cap et accepter de faire face à tout ça, parce que il faut pas croire que c'est une partie de plaisir, hein. C'est certain que tout le travail qu'on peut faire sur soi, en thérapie, dans la méditation, ben, c'est un travail en fait qui nécessite à un moment donné de faire face et d'affronter ce qui nous fait peur. Et puis c'est accepter que ce travail, du coup, à des moments, bah, il sera très douloureux et qui fera ressortir des choses qui sont pas simples à, à accueillir, à gérer. Et en même temps, voilà, moi je veux juste vous dire que maintenant, sans vous donner d'injonctions ou vous dire faites ci, faites ça, mais je veux juste vous dire que franchement, c'est possible, quoi. C'est possible, ça en vaut le coup. Donc, où que vous en soyez aujourd'hui, n'abandonnez pas la perspective de vous inscrire dans un parcours de soins, d'essayer des choses et de vous faire accompagner et aider surtout là-dedans, parce que je pense que c'est vraiment important quand on peut de chercher des personnes qualifiées, des personnes soutien qui vont nous épauler là-dedans, parce que c'est un parcours qui est difficile, il faut se le dire, c'est vraiment merde quoi, faut le dire, cette maladie elle est dure, et les personnes qui en souffrent et qui font face, mais enfin voilà, j'en profite pour me lancer un peu des fleurs par la même occasion, mais faut qu'on arrête de nous considérer comme des personnes faibles. Moi je dis on est des warriors quoi, parce que vivre avec ça, faire face, bah ouais, ça demande beaucoup de courage, ça demande beaucoup de courage, et puis de toute façon j'ai envie de dire, on n'a pas vraiment le choix, faut qu'on fasse avec, faut qu'on avance un pas après l'autre, mais moi je veux juste vous dire ça en vaut la peine quoi, ça en vaut la peine, voilà. Alors après, je reprends un peu, après toutes ces digressions, bon, qui n'en sont pas vraiment, mais quand même, sur mon parcours. Donc voilà, j'ai mis plus de 5 ans à trouver que je souffrais de troubles obsessionnels compulsifs. Et puis bah voilà, c'est sûr que j'aurais aimé pouvoir vous dire que j'ai jamais eu de rechute ou de période plus compliquée après cette première phase de rémission. Malheureusement dans mon cas ça n'a pas été vrai, je suis repassée par des moments très compliqués. Je suis repassée par des moments très compliqués. Euh, voilà, donc où j'ai dû accepter aussi cette dimension du TOC qui est un peu imprévisible, un peu cyclique. Voilà, m'a accepté aussi à un moment donné quand ma psychologue m'a dit que le TOC est une maladie chronique, c'est-à-dire bah, voilà, une maladie dont on ne peut pas se défaire comme ça du jour au lendemain. Ça, c'est quelque chose qui m'a donné, qui me donne encore parfois du fil à retordre, parce que voilà, moi je suis quand même toujours, j'avance dans une intention à un moment donné de pouvoir déposer définitivement certains bagages, et j'ai envie de croire à ça. Mais après, je pense que c'est important d'entendre aussi ce terme de maladie chronique pour faire un travail et se guérir de cette espèce d'obsession qu'on peut avoir justement quand on souffre de TOC, cette obsession de la page blanche, de croire que sa vie est foutue parce que maintenant on a déclenché des TOC, de croire que sa vie est foutue et que son innocence est perdue à jamais, que tous ces pensées qu'on peut avoir par rapport à la maladie, on se dit ben c'est irréversible, et de croire en fait que sous prétexte que d'un coup cette maladie a fait cette apparition, la vie vaut plus la peine d'être vécue, et de vivre dans cette espèce de rêve et de délire un peu utopique, de revenir en arrière avant que tout ça ne commence. Alors moi bien sûr je suis passée par là, hein, je comprends tout à fait, mais je pense que c'est important à un moment donné de se dire ma vie est pas finie,
ma vie n'est pas finie parce que je suis passée par là, quoi. Ma vie n'est pas finie parce que je passe par là en ce moment. Ma vie n'est pas finie même si je dois encore retomber, et ce, autant de fois que je serai amenée à retomber, ben je peux toujours me relever. C'est vraiment possible, c'est vraiment possible. Et sachez que euh, même si sur le moment on a l'impression que c'est pas le cas, parce que les rechutes c'est toujours très difficile, hein, on est vraiment dans des phases, on repasse par des moments très douloureux, hein, enfin moi c'est en tout cas quand les symptômes sont revenus, ça a été vraiment compliqué, quoi, hein, mais malgré tout, sur le moment, on s'en rend pas compte, mais je réalise maintenant qu'à chaque fois que je suis repassée par des épisodes douloureux, on retombe jamais aussi bas qu'on l'a été, quoi. Jamais. Parce que euh, faut se dire que le TOC, heureusement, bien sûr, il nous définit pas. On n'est pas notre TOC. Le TOC, c'est une composante de notre vie, mais on n'est pas notre TOC. Mais c'est un élément de notre vie quand même, hein, qui prend de la place, qui prend souvent beaucoup trop de place, mais qui, par le biais duquel aussi on apprend beaucoup. Alors malheureusement on apprend dans la douleur, c'est pas simple, mais on apprend beaucoup, et on acquiert un savoir et une expérience qui nous permet de développer des outils, des béquilles, des choses, des connaissances sur nous-mêmes qui nous permettent après de rebondir et d'avancer aussi. Et il faut vraiment se souvenir de ça, quoi. Même si c'est très dur, en fait, de faire confiance à ces outils et de renouer avec cette sensation, en fait, de confiance, ben, justement au creux de la vague. Mais vraiment, croyez-moi, moi je suis passée vraiment par aussi des périodes où ça a été de nouveau beaucoup plus compliqué. Et pourtant, je sais que j'avais en moi à ce moment-là aussi des connaissances qui étaient liées à ce qui s'est produit avant et qui m'ont aidé à rebondir, à me relever, à ne plus me faire avoir aussi facilement par cette petite voix dans ma tête et par toutes ces illusions que le TOC essayait d'agiter devant mes yeux. Voilà. Donc effectivement, ben, je passe par des épreuves de vie compliquées, euh, par un deuil notamment, euh, qui à un moment donné est venu raviver aussi tout ça, tous mes symptômes. J'ai eu l'impression de, voilà, effectivement que tout refaisait surface, de retomber en arrière, et ça a été dur. Parce que bah voilà, le TOC en fait c'est effectivement, hein, il peut être réactivé comme ça par des épreuves complexes, par des épreuves douloureuses de notre vie, par des moments de stress, de grande fatigue. Euh, mais voilà, mais on n'est pas. Quand on apprend après à se connaître, à connaître comment son fonctionnement, quand voilà, on n'est plus aussi impuissant face à ça. Et moi, malgré tout, ben, j'ai le sentiment que voilà, même si je suis repassée effectivement, ben, il y a 4 ans maintenant par une phase très compliquée qui a duré pendant 1 an, 2 ans, qui vient encore de temps en temps me titiller, même aujourd'hui. Mais bah voilà, j'ai décidé que je ne me laisserai plus voler tout ce qui me fait du bien et tout ce qui me rappelle que la vie peut être belle. Euh, et, euh, et puis et voilà, et donc du coup ben maintenant quand les pensées viennent, ben, il y a des jours encore où j'ai du mal, j'arrive pas à prendre de recul. Et puis il y a des moments où notamment ben, comme dit par le fait d'avoir rencontré des spécialistes, d'avoir pu en discuter, le fait de m'être beaucoup documenté, et le fait d'avoir aussi beaucoup pratiqué, d'essayer de faire de la place à la méditation, à des choses qui me font du bien dans mon quotidien. Maintenant, c'est pas que les pensées sont plus là, elles reviennent toujours m'assaillir, mais maintenant je les regarde et je me dis, ah, c'est de nouveau toi là qui essaye de venir me retourner le cerveau, et puis j'arrive à des moments
à laisser tout ça me traverser et à ne plus m'accrocher, me crisper systématiquement en fait. Voilà. Et, mais c'est un long parcours et puis c'est un parcours qui, encore beaucoup trop à mon goût, est très solitaire. Et je pense que c'est important de se soutenir là-dedans et c'est important de savoir qu'on n'est pas seul. C'est vraiment important de savoir qu'on n'est pas seul. Et c'est important aussi de se dire que même si effectivement euh, le TOC peut nous faire passer par des états absolument hallucinants, peut nous projeter des pensées, des images, mais dingue, dingue, dingue. Qu'à des moments on peut se dire mon Dieu, mais enfin, c'est complètement fou ce qui m'arrive, je suis en train de devenir folle alliée. Malgré tout, en fait, j'ai envie de vous dire, voilà, si ça a un sens, ce mot, c'est un mot que j'aime pas trop en temps normal, mais là j'ai quand même envie de vous le dire, enfin, vous êtes normaux, quoi. Vous êtes pas seul au monde, vous n'êtes pas un alien qui lutte seul avec ses symptômes dans son coin. Il y a d'autres personnes qui souffrent de ça. C'est à un moment donné, voilà, vous êtes pas maudit. Voilà, comme ce que j'ai pu croire ou ce que mon cerveau essaie de me faire croire aussi à certains moments. Vous n'êtes pas maudit et vous avez le droit d'être heureux, vous avez le droit euh, d'avancer et de vous construire et de vous reconstruire si vous tombez. Malgré toutes les pensées, et je vous dis bien toutes les pensées qui peuvent vous passer par la tête, ça c'est que des pensées, quoi. Ce ne sont que des pensées. Ce ne sont que des pensées. Vous êtes pas des monstres. Euh, vous avez de la sensibilité, beaucoup de sensibilité et une richesse en vous, voilà, qui mérite qu'on les considère, qui mérite d'être reconnu, perçu, partagé avec votre entourage, avec les gens que vous aimez, les gens qui vous aiment. Vous avez le droit d'être aimé, vous avez le droit, voilà, vous avez le droit d'être heureux, quoi. Et je sais que c'est quelque chose qui, quand on souffre de cette maladie, est compliqué à se dire, est compliqué à entendre, parce qu'il y a tout ce mélange d'angoisse, de peur, de honte, de culpabilité terrible, et puis ce sentiment de pas mériter d'être heureux, en fait, souvent qui est là aussi. Et pourtant, voilà, moi je vous le dis, je suis absolument persuadée. Euh, voilà, j'ai envie de vous dire, croyez-y, croyez en vous. Et c'est ce que j'ai envie de partager avec vous aussi aujourd'hui. Et voilà, je pense qu'il faut que c'est important de se soutenir, quoi, de se soutenir là-dedans. Et c'est important une fois de plus, de libérer un peu la parole autour de tout ça. Bon, voilà, là vous avez eu un petit peu un aperçu d'ensemble, forcément un petit peu résumé, un petit peu irrégulier aussi de mon parcours. Mais voilà, de toute façon, je serai encore amenée à vous parler de mon expérience, hein, puisque finalement c'est ça que j'ai envie de vous partager dans les prochaines vidéos. Après, effectivement, là, je pense que par la suite, j'essaierai de faire des vidéos un petit peu plus thématiques sur tel ou tel aspect du TOC, tel ou tel thème aussi, parce que là, j'ai abordé le thème donc du TOC agressif ou du TOC lié à des pensées intrusives violentes. Mais les POO regroupent beaucoup de thèmes comme ça, souvent très tabous, notamment des talks autour des pensées à caractère sexuel aussi, euh, le talk du couple, tous les talks en fait qui sont liés à des angoisses et des crises identitaires très fortes en fait, où d'un coup en fait on a l'impression qu'on ne sait plus qui on est et que tout notre système de valeurs et notre éthique est chamboulé. Et voilà.
Donc ça c'est les thèmes des PUO, j'aimerais les détailler davantage dans d'autres vidéos, ainsi que voilà les différents mécanismes à l'œuvre dans les TOC. Mais je pense que pour aujourd'hui ça suffit. Donc je vous dis merci encore bah voilà, de tout simplement de suivre ma chaîne, de suivre mes vidéos. Merci pour vos retours et vos partages. Et puis si vous avez des questions, si vous avez besoin d'échanger, surtout n'hésitez pas. Et voilà, courage, prenez soin de vous et à bientôt.